vous avez rencontré Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire quand vous avez pu l'interpeller? En fait, ce que je voulais lui dire, en fait, le message que je voulais faire passer principalement, c'est que, en fait, ce président de la République n'a vraiment pas tenu compte de l'avertissement, surtout le deuxième avertissement en 2017, de toutes les du score qu'a fait Marine Le Pen. Moi j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. Et en fait, je trouve que si on avait un peu réfléchi, on se serait dit qu'avec un score pareil, si jamais j'applique une politique qui va tout à l'encontre de toutes ces personnes qui ont voté contre lui, il risque d'y avoir des gros problèmes. Et effectivement, moi je suis abonné à Marianne et je sais très bien, je me rappelle très bien en 2017 qu'ils avaient prévenu, faites attention, parce qu'en 2017, si jamais on a quelqu'un qui n'applique pas un programme qui convienne plus ou moins à tout le monde, ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça c'est clair, il risque d'y avoir des gros problèmes et il risque d'y avoir une deuxième confrontation contre Marine Le Pen. Et voilà, on en est arrivé à ça. Et personnellement, je suis contre la proposition de la retraite à 65 ans, mais tout en sachant que moi, personnellement, j'ai pris la retraite à 65 ans, mais c'était par choix. C'était par choix. Moi, j'ai décidé de travailler plus longtemps, mais je trouve que c'est anormal qu'on veuille mettre obliger les gens à la prendre à 65 ans. Si les gens ils veulent travailler plus longtemps, qu'on les laisse travailler. S'ils ont les capacités de le faire, qu'on les laisse. Ça me paraît normal. Mais pas obliger les gens à travailler jusqu'à 65 ans. Surtout quand on sait que déjà à l'âge de 62 ans, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y arriver, qui décèdent avant d'avoir leur retraite. Statistiquement, quand vous voyez le nombre de personnes qui sont au chômage avant de pouvoir prendre leur retraite, et que plus personne ne veut embaucher parce qu'apparemment ils sont trop vieux ou ils reviennent trop cher, donc on peut se poser des questions de l'utilité de vouloir encore pousser ça jusqu'à 65 ans. Voilà. Quels avantages auraient les gens qui continueraient à travailler après 65 ans par rapport à ceux qui auraient pris la retraite? L'avantage... Ça voudrait dire qu'ils auraient une retraite plus un salaire en plus? Comment est-ce que vous voyez la chose? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question. Vous voyez, moi personnellement, je suis à la retraite, mais en fait, j'ai encore des vignes à côté, et puis je continue de travailler, parce que bon, j'ai encore les capacités physiques de le faire. Donc vous êtes encore actif là aujourd'hui? Voilà, je suis actif, j'ai du mal à rester inactif, et je ne peux pas me contenter de rester à la maison à me tourner les pouces, ou à lire tout le temps, ou regarder la télé. Voilà. Donc vous incarnez ça, de prendre la retraite à 65 ans, mais de continuer à travailler, à bosser il y en a bien qui le font, hein. Il y a bien des journalistes qui le font. Hein. Quand vous voyez André Berkoff sur Sud Radio, qui a plus de 80 ans, bon, il fait ça par passion aussi. Hein. Voilà. J'ai voté Mélenchon au premier tour parce que je ne voulais absolument pas qu'il y ait un deuxième tour Macron-Le Pen. Et je ne suis pas le seul. Il y a des centaines de milliers de personnes, d'après les sondages, qui ont dit on ne veut surtout pas de ce remake. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez rappeler comment vous êtes arrivé à interpeller Emmanuel Macron cette semaine? Vous étiez dans le village d'à côté, vous avez pris votre vélo et d'un coup vous êtes parti. Oui, j'ai appris ça par hasard le lundi soir par mon fils qui était justement à Châtenois et qui avait vu un service d'ordre immatriculé dans le 75 qui était là, faire des repérages. Et en fait, c'est quelqu'un de la commune qui doit dire en fait, il y a Emmanuel Macron qui va venir le lendemain. Par ensuite, j'ai appris qu'en fait, il y avait les élus du secteur, ils avaient lancé un appel sur tous les réseaux sociaux pour mobiliser les militants pour qu'il y ait du monde à Châtenois. Donc en fait, moi je me suis retrouvé avec peut-être deux ou trois d'autres personnes ou plus qui étaient anti-Macron, en fait. Moi, je me suis retrouvé devant une foule complètement hostile du moment où j'ai pris la parole. Hein. C'est ça, quoi. Un élément auquel on pense pas, c'est que même si vous avez été un petit peu pris par le stress aussi, que c'était un environnement qui n'était pas du tout favorable pour vous, il commence à chanter Macron président. Moi, j'ai pas l'habitude de parler en public. J'avais pas le bagage intellectuel pour m'adresser à un président de la République. Déjà une personne qui s'adresse aux élus du monde entier, les personnalités. Donc,
Donc c'était assez difficile pour moi. J'ai un peu perdu tous mes moyens parce que c'est pas évident d'aborder quelqu'un comme ça frontalement. Et en fait, c'est la colère qui a tout de suite pris le dessus. Et puis voilà, je me suis retrouvé comme ça devant lui. Et j'ai pas réussi à discuter correctement en face de lui pour montrer tous mes griefs. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Vous dites que vous n'avez pas le bagage intellectuel, pourtant, ici on est chez vous, votre femme et votre fils disent que vous lisez tout le temps, que vous lisez tout, que vous regardez tout, que vous avez... Donc du coup, vous devez avoir un avis extrêmement construit. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas ce bagage intellectuel? Peut-être que je l'ai, mais je veux dire, j'ai entendu des réflexions sur les réseaux sociaux, comme quoi le monsieur, soi-disant le monsieur, il a parlé avec ses mots à lui. Alors, forcément, je n'ai pas les capacités intellectuelles pour parler aussi comme une personne qui a appris le langage politique, surtout. Parce que les politiques, vous pouvez leur sortir un argument en face, même si c'est vrai, il arrivera toujours à vous contrer avec des arguments qui tiennent la route. Et ça, c'est incroyable, quoi. Mais là, les arguments, est-ce que vous avez trouvé ça... Beaucoup ont trouvé ça insultant, et là, quand on discute avec votre famille et qu'on comprend comment vous vous cultivez, le président, lui, vous rétorque juste en 2 secondes, vous n'avez pas d'argument, moi je veux bien parler, mais vous n'avez pas d'argument, monsieur Biller. Mais non, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. Est-ce que vous avez trouvé ça extrêmement insultant pour vous et juste vos propos, alors que lui est très à l'aise dans ces moments-là? Il est habitué au foot. Lui, c'est normal qu'il soit très à l'aise. Moi, je peux pas être à l'aise devant une personnalité de ce genre. Mais n'empêche qu'il a quand même dit que il fallait que je suis fou, d'une part, et puis ensuite, quand je lui ai parlé de mon médecin et mon dentiste qui ont été radiés, il m'a bien répondu que en fait, c'était pas lui, c'est que c'était l'ordre des médecins. Et j'ai dit, c'est pas possible, parce que que l'ordre des médecins sanctionne un médecin individuellement, parce qu'il n'est pas dans le moule, c'est normal. Mais une fois qu'on arrive à sanctionner, à exclure 15 000 ou 20 000, j'en sais rien, soignants et médecins, forcément derrière, il y a une décision politique. Ça paraît logique. Donc ça paraît logique. On a vu avec les gilets jaunes, on a vu avec la Covid que apparemment c'est le conseil scientifique, mais à ce moment donné, lui n'a plus suivi le conseil scientifique, puisqu'à un moment donné, il ne voulait plus avoir de confinement. Donc c'est quand même lui qui est à la base ou derrière toutes les décisions qui sont prises. Ça fait 1 an et demi ou presque 2 ans qu'il n'y a plus de conseil des ministres. C'est un conseil de défense qui prend des décisions avec 6 ou 7 personnes qui décident de tout. Personne ne sait rien, tout est bloqué, on aura les informations d'ici 20 ans, et en fait, tout le monde le dit, la France est dirigée par Emmanuel Macron et son secrétaire d'État, M. Alexis Colère. Voilà. Comme j'ai travaillé longtemps à la SNCF, en 2019 ou 2020, il y a eu les grandes grèves au niveau de la retraite, justement, pendant des semaines, et on avait déjà des soignants, des médecins, enfin des gens qui travaillent à l'hôpital, qui manifestaient déjà à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est pas nouveau. Donc mais on a fait ces grèves pendant des semaines, et on n'a pas avancé d'un pouce. Et maintenant, depuis lundi dernier, à peine Macron se rend dans le Nord à Denain, il y a des gens qui l'interpellent au niveau des retraites, parce qu'il va la pousser à 65 ans. Et déjà, il est sur le recul, quoi. Il est prêt à céder plein de chances, parce qu'actuellement, que ce soit lui ou Marine Le Pen, c'est pareil, c'est du clientélisme. Forcément, il cherche des électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Alors forcément, c'est la course à l'échalote, quoi. C'est une rencontre avec son public, mais il n'accepte pas trop qu'il y ait une parole divergente qui s'immisce dedans. C'est normal, là, il y avait tous les groupies, je dirais, qui tournaient autour de lui, donc ils étaient fanatisés à mort, c'est leur idole, ça c'est clair. Mais bon, c'est un peu la faute à Macron, parce que c'est lui-même qui a dit, il essaye, ça ne le dérange pas d'aller vers ses contradicteurs pour essayer de discuter, donc forcément, à un moment donné, il faut aussi savoir que peut-être il y a des gens qui n'ont pas le même discours que lui, et puis qui ne sont pas du tout convaincus. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en entier, mais
je l'ai interpellé en disant Monsieur Macron, c'est à cause de vous que pour la première fois, je vais voter Marine Le Pen. Et en fait, voilà, parce que moi je ne suis pas le péniste de nature, mais à un moment donné, les gens ils se posent la question, ils se disent mais bon d'accord, est-ce qu'on vote pour lui, on n'est pas d'accord avec lui, et ensuite on vote quand même pour lui. C'est pour ça que moi je reproche à certains partis qui, à peine les résultats connus, ont donné comme consigne qu'il fallait voter Macron. Quand je vois Madame Pécresse, je suis désolé, mais quand on dit il faut voter Macron, et puis 2 minutes après, elle demande à ce que les gens, ses propres électeurs, cautionnent la dette de 5 millions qu'elle a maintenant. À un moment donné, c'est pas possible. Alors, à la limite, je dirais, Macron, comme elle invite ses électeurs à voter Macron, que Macron lui paye ses 5 millions qui lui manquent. De même que Jadot ou Roussel, quoi. Voilà. Avant cet entretien, vous disiez que lors de son meeting, ce qu'il proposait était incohérent, parce que ça voudrait dire qu'il devrait faire un demi-tour à 180 degrés. Donc pour vous, cette campagne, ce qu'il a dit pendant cette campagne n'est pas possible, n'est pas réalisable, c'est que de la communication. Comment vous le voyez ? Peut-être qu'il va effectivement changer sous la pression, parce qu'il est quand même conscient, moi. Alors, s'il n'est pas conscient, ça devient grave, mais il est quand même conscient qu'il y a une énorme fracture au niveau de la population, quoi. Et ça va pas s'arranger. Si lui continue à appliquer cette politique ultralibérale qu'il a faite au début, et qu'il continue à être aussi méprisant et arrogant envers les gens, il y aura un rejet, il y a de la rancune, il y a de l'amertume derrière. Les gens, ils vont pas être contents, c'est évident. Donc forcément, à un moment donné, ou alors on continue dans cette voie qui mène on ne sait pas à quoi, ou alors on fait des gestes, effectivement. Des gestes politiques qui essayent de contenter un peu la colère du peuple. Voilà. En 2017, il y a toute l'oligarchie française qui était derrière lui, et en plus étrangère aussi. Donc forcément, à un moment donné, il fallait qu'il contente ces gens-là, quoi. Qu'est-ce que vous appelez l'oligarchie française ? C'était tous les milliardaires qui gouvernent. Enfin, c'est la finance, quoi, en fait, qui est derrière. Ça, c'est évident. Il n'a pas tenu compte du peuple. Et puis de toute façon, ces premières années, les 2 premières années, c'était ces saillies assassines qui ont été sorties à longueur de journée, je dirais presque, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait, là, selon vous, si vous aviez un pouvoir politique pour le peuple, qu'est-ce qui serait pertinent comme politique pour demain ? C'est difficile à dire parce que, surtout que moi, je m'intéresse beaucoup à la politique, mais j'en ai jamais fait. Personnellement, en plus, je n'ai pas à me plaindre, mais je ne supporte pas cet environnement de gens qui sont dans le besoin, quoi, et qui cherchent des solutions. Et puis, c'est des exemples tout bêtes, avec l'histoire des appels qui a baissé de 5 euros. De 5 euros. Et apparemment, avec les conseils de McKinsey derrière, on peut se poser des questions, quoi. Et puis d'un autre côté, il y a des milliardaires qui le soir se couchent et se réveillent le matin et puis ils se disent cette nuit j'ai gagné 100 millions, quoi. Voilà. Donc après, à un moment, mais par contre, moi, comme dit, c'est difficile de dire ce qu'il faudrait faire parce que moi, je ne réfléchis pas à ce genre de choses parce que, comme dit, moi, c'est pas moi qui prends des décisions. Et comment est-ce que, justement, vous parliez de McKinsey, il y a eu beaucoup de scandales et de crises sous Emmanuel Macron. Comment vous interprétez que la population ait voté à presque 30% au premier tour ? Les gens, ils oublient vite. Ils oublient très vite. Et puis, à mon avis, il y a 80% des gens qui ne suivent pas la politique. Ils suivent ça de très loin. Vous voyez bien, il y a des gens qui, avant le premier tour, qui étaient même pas capables de citer la moitié de ceux qui se présentaient. Donc, je sais pas, c'est difficilement imaginable. Et puis après, vous avez eu le mouvement des Gilets jaunes, ça a explosé, il y a des gens qui ont protesté, et puis ensuite, avec les violences qu'ils ont subies, plus ou moins des conventions citoyennes, je crois qu'on appelle ça, et puis le résultat de ces conventions, se limite à peu de choses, quoi. Voilà, donc
Comment est-ce que vous voyez le second tour? Est-ce que on peut vous demander, est-ce que l'extrême droite pourrait être la solution, ou est-ce que vous êtes dépité? Vous avez dit que vous étiez dépité. Ouais. Comment Ouais. est-ce que vous allez faire le pas de Mais de voter? toute façon, une chose est sûre, hein, que ce soit Macron ou Le Pen qui arrive au pouvoir, ce sera pas facile. Ce sera pas facile parce qu'on est devant avec la crise en Ukraine, avec la crise qui englobe tout le reste. On aura à faire face à beaucoup de difficultés et ce sera pas simple. Et puis après, ce qui va se passer, à mon avis, si Le Pen va sortir, on va dire voyez, vous avez élu, maintenant vous avez ce qui s'est passé, et le contraire, c'est vrai aussi, à mon avis. Merci André Billard. Je vous en prie.